Bonjour à tous, il est 14h30, je déclare la séance du Conseil communautaire ouverte. Appel nominal des conseillers communautaires. Monnier Blandine, présente. Jourdan René. Verdine Hélène. Arnaud Suzanne. Barthélémy Philippe. Castel René. Joseph Jean-Paul. Friedler Édouard. Aubert Patricia. Brondy Jean. Canol Muriel. Granet Jean-Luc. Mazella Fanny. Porcure Robert. De Peretti Caroline donne pouvoir à Alster Daniel. Alster Daniel. Thibault Eliane. Clarina Christophe donne pouvoir à Aubert Patricia. Samat André. Ferrara Louis. Baudouin Anne-Laure donne pouvoir à Philippe Barthélémy. Joannon Bruno. Goa Christelle. Maubé Yvan. Aiello Béatrice donne pouvoir à Serre Daniel. Sergent Christine. Délégat Robert. Bonifay Corinne. Tessier Jean. Noël Nathalie. Long Sophie donne pouvoir à Rénard Yves. Serre Daniel. Collet Laurent donne pouvoir à Édouard Friedler. Salès Michel. Présent. Terrier Gérard. Présent. Amar Rachida. Présent. Rénard Yves. Bouron Valérie. Présent. Rocheteau Philippe donne pouvoir à Jean-Paul Joseph. Guérel Émilie donne pouvoir à Bouron Valérie, pardon. Baille Marc. Présent. Migliaccio Éric. Présent. Decaux Thomas. Présent. À la lecture de l'appel, le quorum étant atteint, je déclare que nous pouvons valablement délibérer. Pour débuter, je présente de désigner Patricia Aubert comme secrétaire de séance. Y a-t-il une objection? Aucune objection, donc Patricia, veux-tu bien être la secrétaire de séance? Je te remercie. Approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du 28 octobre 2021. Avez-vous des observations à faire? Pas d'observation, donc il est approuvé. Approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du 13 décembre 2021. Avez-vous des observations à faire sur ce compte-rendu? Aucune observation. Donc les décisions que j'ai prises depuis le dernier Conseil communautaire vous ont été envoyées, donc il n'y a rien de... Enfin, je ne vais pas vous les lire. Est-ce qu'il y a des choses? Des questions? Non, pas particulièrement. Présentation des marchés publics signés depuis le dernier Conseil communautaire. Pareil, tout vous a été envoyé. Pas de questions particulières. Donc, je vous propose maintenant de passer à l'ordre du jour. Création d'une conférence des maires. Patricia Aubert. Merci, Président. La loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique prescrit désormais l'obligation faite à tous les EPCI à fiscalité propre de disposer d'une conférence des maires, à l'exception de ceux dont le bureau comprend déjà l'ensemble des maires des communes membres. Hormis le fait que cette conférence doit se réunir sur un ordre du jour déterminé à l'initiative de la présidente de l'EPCI, ou dans la limite de 4 réunions par an à la demande d'un tiers des maires, il appartient à l'EPCI d'en fixer les règles de fonctionnement. Dans ces conditions, il vous est proposé d'associer dans la composition de cette conférence des maires autour de la présidente et des vice-présidents et vice-présidentes tous les maires de l'intercommunalité. Il est par ailleurs proposé à votre adoption les règles de fonctionnement suivantes. La conférence sera présidée par la présidente ou en cas d'empêchement par l'un des vice-présidents ou vice-présidente selon l'ordre du tableau relatif à l'élection des vice-présidents et vice-présidents. En cas d'empêchement d'un maire, celui-ci pourra être représenté soit par son ou sa première adjointe, soit par un conseiller communautaire ou municipal de son choix. Les convocations des membres de la conférence des maires sont adressées par mail par la présidente ou le ou la vice-présidente ou le vice-président qui le supplie, 5 jours francs avant la réunion. Ce délai peut être ramené à 1 jour franc en cas d'urgence.
L'ordre du jour est arrêté par le président. Les membres de la conférence des maires peuvent proposer à la présidente d'inscrire à l'ordre du jour toute question relevant des compétences de la communauté d'agglomération. La conférence des maires peut proposer l'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil communautaire et peut examiner préalablement les rapports et projets qui lui sont soumis. Pour autant, la conférence des maires n'a pas de pouvoir décisionnaire et ses réunions ne sont pas publiques. Les membres de l'administration communautaire désignés par la présidente peuvent assister aux séances de la conférence des maires. Les conclusions des orientations et débats de la conférence des maires font l'objet d'un relevé des décisions transmises à tous les conseillers communautaires et municipaux. La conférence des maires peut se réunir par téléconférence sur décision de la présidente. Sous réserve de leur adoption par le conseil communautaire, toutes les règles relatives à la création ou au fonctionnement de la conférence des maires ci avant exposées seront reprises intégralement dans le règlement intérieur des instances. Compte tenu de ce qui précède, je vous propose donc de créer une conférence des maires régie par les règles exposées ci-dessus et d'autoriser la présidente à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Patricia. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, rapport parité homme-femme 2021, Suzanne Arnaud. Bien, en application de l'article 61 de la loi 2014-873 du 4 août 2014 relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les départements et les régions doivent présenter à l'Assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Considérant qu'il est nécessaire de présenter préalablement au débat sur le rapport d'orientation budgétaire un état de la situation en matière de parité dans son fonctionnement au sein de la collectivité territoriale et les politiques qu'elle mène sur son territoire. Considérant que le présent rapport dresse un bilan des actions et des politiques mises en œuvre par la collectivité en matière d'égalité, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2311-1-2 et D. 2311-16, vu la loi 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, vu le décret 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales. Je vous propose de prendre acte de la présentation du rapport établi au 1er janvier 2021 sur la situation de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Bonne en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Voilà, Président. Merci Suzanne. Donc ça n'appelle pas de vote, donc nous allons passer au point suivant. Rapport d'orientation budgétaire 2022. Alors, comme vous le savez, le débat d'orientation budgétaire est une étape obligatoire et préalable au vote du budget primitif prévu par le Code général des collectivités territoriales. Les orientations budgétaires doivent faire l'objet d'un débat au sein du Conseil communautaire dans les 2 mois qui précèdent le vote du BP. Le projet de budget primitif est en cours d'élaboration et devrait être présenté au Conseil communautaire le 14 mars 2022. La CACSB vote depuis 2015 ses budgets primitifs avant l'approbation des comptes administratifs, donc sans l'affectation des résultats. À l'automne 2021, une nouvelle gouvernance est mise en place. L'année 2022 sera donc la première année de la nouvelle présidence qui sera marquée par le lancement d'un nouveau projet de mandat avec des orientations politiques fortes tout en restant dans la continuité des mandats précédents. Aussi est-il proposé pour 2022 d'inscrire les budgets de la CACSB dans le respect des orientations suivantes: maîtrise des dépenses de fonctionnement, optimisation des sources de recettes, juste détermination des taux des taxes intercommunales, recours raisonné à l'emprunt et priorisation des grands travaux engagés sur le territoire.
Je vais demander maintenant à Madame Audrey Vincentini de nous présenter en détail nos débats, les orientations. Merci Président, ouais, ça marche. Donc, je vais essayer de vous faire la présentation de la manière la plus synthétique possible, de manière un peu pas très orthodoxe. On va commencer par les dépenses, ça permettra de mieux comprendre les propositions qui vous seront faites au niveau des recettes du budget principal. Concernant le budget principal et les évolutions de dépenses pressenties, nous anticipons pour les dépenses à caractère général une augmentation liée à l'inflation telle qu'elle est prévue dans la loi de finances 2022. Donc on part sur une augmentation d'environ 1,5 pour prendre en compte l'inflation. On devra également tenir compte d'une importante augmentation des fluides et des énergies. Vous avez tous pu constater que les prix de l'électricité, gaz et carburant ont fortement augmenté. Donc là, on aura des coûts supérieurs de l'ordre de 50% sur ces dépenses-là. Les dépenses de personnel sur le 012 aujourd'hui vont intégrer une nouvelle politique et une nouvelle dynamique qui va être mise en place au niveau de la politique RH de la communauté d'agglomération. Donc au-delà du traditionnel 2% du glissement vitesse technicité que l'on prend en compte sur les dépenses de personnel, nous allons également prendre en compte, garder une enveloppe en fait pour des nouveaux recrutements, de manière à structurer davantage et professionnaliser davantage l'agglo et rendre mieux les services auprès des communes. Donc pour cela, une enveloppe prévisionnelle de 400 000 € est prévue pour les nouveaux recrutements. Dans le cadre également de la mise en place de cette nouvelle politique RH, nous prévoyons une enveloppe d'environ 90 000 € pour tout ce qui est CIA, tout ce qui est le régime indemnitaire fonctionnaire. Et nous anticipons également une augmentation de l'assurance statutaire du personnel à hauteur de 200 000 €. Vous voyez qu'on a des dépenses de personnel qui risquent d'augmenter sensiblement par rapport au budget précédent, sachant qu'on reste toujours dans des dépenses relativement raisonnables, puisque, je le rappelle, les dépenses de personnel de l'agglomération ne représentaient qu'environ 10% des dépenses de fonctionnement global. Donc ça reste un montant très faible. Concernant les autres dépenses de fonctionnement, à noter l'augmentation de la contribution au SDIS. Bon, ça c'est assez classique aussi. Pour 2022, on a été notifié une augmentation à hauteur de 2,4%. Donc c'est quand même un peu plus de 3,2 millions de dépenses, donc c'est pas neutre dans le budget de l'AGLO. Pour tout ce qui est actuellement attribution de compensation et fonds de péréquation, nous partons sur des montants tels qu'ils étaient déjà l'année dernière. Donc j'en étais. Alors j'étais sur le qui c'est fait, je ne me perds pas. Donc ce que je disais, donc, tout ce qui est attribution de compensation et fonds de péréquation, on reconduit les montants de l'année dernière. On prévoit une petite augmentation quand même du SPIC comme on a pu l'avoir l'année dernière. Donc on se laisse une petite marge. Voilà pour les dépenses de fonctionnement. Concernant les recettes, est à noter pour 2022 une baisse des dotations. Alors certes, la loi de finances 2022 n'annonçait aucune baisse des dotations, mais nous avons reçu le courrier de la préfecture en début d'année et nous avons pu constater une perte de 260 000 € sur les dotations de l'AGLO. À cela s'ajoute la perte de la dotation exceptionnelle qui était liée au Covid l'année dernière en 2021 et le fait que exceptionnellement en 2021 nous avions réceptionné du FCTVA à hauteur de 2 années, parce que c'était la première année où la préfecture se gérait le FCTVA. On va comptabiliser une perte de 400 000 € sur les dotations, ce qui n'est pas neutre du tout. Et malgré du coup l'augmentation des bases fiscales annoncées par la loi de finances, qui annonce 3,4% de revalorisation, en fait l'augmentation attendue
de la fiscalité, qui devrait être de l'ordre de 400 000 euros, en fait, compense tout juste la perte des dotations. C'est pourquoi cette année, il est proposé, et de manière à pérenniser des recettes pour l'agglomération, et évidemment de bénéficier de ces effets de revalorisation des bases à long terme, de mettre en place une taxe sur la foncière bâtie. Aujourd'hui, la communauté d'agglomération était une des seules du Var à avoir un taux de taxe foncière bâtie à 0%. Donc il est proposé aujourd'hui de créer un taux à hauteur de 1%, qui nous permet d'avoir une recette supplémentaire de 1,4 million, de pérenniser cette recette chaque année, de bénéficier des revalorisations des bases fiscales lorsqu'elles auront lieu, tout en restant dans une moyenne très en dessous de la moyenne nationale et départementale. Cette recette supplémentaire nous permettra également de poursuivre notre autofinancement pour l'investissement. Les investissements sont aujourd'hui en cours d'arbitrage. Un PPI a été réalisé, il sera arbitré par la présidente très prochainement. L'idée étant de maintenir en investissement un volume d'environ 10 millions de dépenses, tel qu'on a pu le faire classiquement. La capacité de désendettement de l'agglo étant plutôt bonne, puisque cette année nous n'avons pas fait d'emprunt, ça nous a permis de diminuer notre capacité de désendettement à un niveau qui est plus faible que l'année dernière, ce qui était plutôt favorable. Le fait de créer en plus l'ATA va nous permettre de pouvoir investir à des montants sensiblement identiques en préservant la capacité de désendettement sur le long terme. C'est un peu l'idée donc pour le budget principal. Je passe sur le budget annexe, alors je vais passer un peu plus longuement sur les OM puisque là aussi on a de la fiscalité et ensuite j'irai un peu plus rapidement sur les suivants. Concernant le budget annexe des OM, donc vous savez qu'on a passé un nouveau marché avec de prestations pour la collecte des ordures ménagères. Donc il a été attribué au 1er janvier 2022. Ce nouveau marché nous a permis d'anticiper et d'envisager une économie assez subséquente sur le budget à hauteur de 600 000 euros. Toutefois, cette économie a été un petit peu réduite du fait de la réintégration d'un certain nombre de personnels, puisque nous avions une vingtaine de personnels détachés, certains d'entre eux ont eu le souhait de rejoindre les effectifs de la communauté d'agglomération, donc travaillent actuellement dans les quelques déchetteries que nous avons en régie directe. Donc, on a une économie au final on va dire de 500 000 euros sur les 600 000 qu'on pouvait espérer sur 0,8. Aujourd'hui, la communauté d'agglomération gère cette activité-là depuis 2018 et avait un taux d'imposition pour la TOM qui était différent selon toutes les communes de l'agglo. Il se trouve qu'avec ce nouveau marché, les prestations ont été lissées et la justification qui tenait aux différents contrats jusqu'à présent et qui justifiait qu'il y ait des taux différents un peu de partout, cette explication ne tient plus vraiment. Et il était plutôt attendu d'avoir un taux qui puisse s'appliquer de manière unique et uniforme sur l'ensemble du territoire. C'est pour ça que dans l'Europe d'aujourd'hui, il est proposé d'appliquer un taux unique sur le territoire pour la TOM à hauteur de 11,5%. Ce qui permet d'assurer à peu près les 17 millions de dépenses qui sont escomptées sur 2022 et d'équilibrer le budget. En termes d'investissement, le budget OM est classiquement dépense assez peu. On a essentiellement de la mise en place de PAV ou des renouvellements de PAV. On n'a pas de grosses opérations prévues sur 2022. Sur les budgets annexes suivants, sur l'eau, on est toujours dans un budget avec des modes de gestion mixtes, puisque toujours 4 communes sont en régie directe, les autres étant en contrat de délégation de service public. C'est un mode de gestion qui sera revu dans l'année, qui sera étudié. Sur ce budget-là, pour le moment, on reste sur des dépenses et des recettes à peu près équivalentes à l'année dernière, donc il n'y a pas de nouveauté sur ce budget annexe-là. De même pour le budget de l'assainissement, on est désormais sur un mode de gestion unique puisque l'ensemble des communes sont gérées en délégation de service public. Donc là aussi, il n'y a pas de grande nouveauté par rapport à l'année dernière. On va rester sur un budget à peu près équivalent au budget voté en 2021.
Sur la GEMAPI, le budget GEMAPI va bénéficier également de l'évolution des bases, de la revalorisation des bases fiscales. Donc on espère avoir une petite recette supplémentaire de 55 000 € sur le budget GEMAPI. L'année dernière, la taxe GEMAPI avait été revalorisée. Pour cette année, on va rester à l'identique de l'année dernière, donc on ne prévoit pas de revalorisation de la taxe GEMAPI en 2022. Le budget sera aussi sensiblement identique à celui voté l'année dernière. Voilà, à part cette augmentation de recettes supplémentaires. Voilà, après les autres budgets, transport, ESPAN, tourisme, c'est des petits budgets sans nouveauté, donc je passe dessus plus rapidement. Mais normalement, ils seront également dans les grandes lignes et dans à peu près des mêmes montants que les budgets des années précédentes. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Oui, sur le budget principal, si je peux me permettre, je voudrais d'abord vous remercier, Madame Vincensini, sur cette présentation qui a été rapide mais claire. Et je voudrais remercier Madame Monnier sur l'exigence de transparence et la prise en compte affichée dans le texte que nous avons reçu sur le coût des politiques publiques. Ce discours est nouveau et pour moi va dans le bon sens. Le sens d'une intercommunalité efficace et utile à tous les habitants. Je voudrais revenir sur l'augmentation qui est prévue du taux de 1% sur le foncier bâti. J'ai bien compris que les dépenses étaient contraintes, qu'on n'avait pas beaucoup d'autres solutions. Simplement, je voudrais alerter sur la réaction peut-être qu'auront nos concitoyens, puisque l'augmentation des bases de 3,4% plus ce taux de 1%, ça va quand même impacter la taxe foncière de chacun. Moi, j'ai fait un petit calcul sur une taxe foncière pour une maison autour de 2 500 €. L'augmentation cette année, donc, sera de environ 170 € entre le 1% et l'augmentation des bases. Alors certes, quand on a 2 500 € de taxes d'habitation, vous me direz qu'on peut payer 170 € de plus. C'est de taxes foncières, pardon. On peut payer 170 € de plus. Simplement, il ne faudrait pas que ça devienne d'habitude. C'est-à-dire qu'on le mette en place, pourquoi pas. Il y a un changement de gouvernance, il y a des dépenses. Il y a des dépenses qui viennent pour certaines de décisions qui ont été prises préalablement, mais je crois qu'il serait souhaitable de travailler, si c'était possible, notamment sur le budget des ordures ménagères, de l'enlèvement des ordures ménagères, puisque c'est aussi une partie de la taxe foncière, et peut-être, si c'était possible, de diminuer les dépenses sur ce poste pour qu'au final, l'addition, si je peux m'exprimer ainsi, ne soit pas trop salée pour les différents contribuables. Je ne voudrais pas qu'à terme, l'ensemble des habitants de notre communauté d'agglo et l'ensemble des habitants, par exemple, du Beaussais, se disent cette intercommunalité, elle nous coûte cher, mais finalement, elle nous sert à quoi? Voilà, tout simplement. Ensuite, deuxième petit point, sur le budget de l'eau, on nous prend toujours comme référence un foyer de 4 personnes, je crois, avec une consommation de 120 mètres cubes. Or, il serait peut-être intéressant, même si c'est, je crois que c'est la référence normative, mais il serait peut-être intéressant de faire, pour nous éclairer, des calculs qui permettent de s'approcher de la réelle consommation par point de livraison. Parce que quand on calcule et qu'on regarde les tableaux que vous nous avez fournis, par exemple, sur les volumes vendus pour le Beaussais et la Cadière, pour le Beaussais, on est en moyenne à 143 mètres cubes par foyer, et sur la Cadière à 154 mètres cubes par foyer. Alors ça peut s'expliquer s'il y a beaucoup d'immeubles collectifs, mais là c'est pas le cas. Ça peut s'expliquer aussi parce que nous sommes dans une région avec des étés particulièrement chauds et de l'arrosage.
et des douches, etc. Donc je pense qu'on consomme plus d'eau que dans le nord de la France, mais ce serait intéressant que l'on ait, nous, pour prendre des décisions tarifaires notamment, une étude plus fine là-dessus, qui s'approche de la moyenne et de la médiane des différentes consommations. Parce qu'il est bien évident qu'il faut que nous arrivions à ce que le tarif soit le même pour tous, mais pour pouvoir prendre des décisions là-dessus, de se baser simplement sur le 120 mètres cubes, en fait, c'est peut-être pas la bonne référence pour nous. Voilà. Merci de m'avoir écouté et j'espère entendu. Je vais répondre sur la partie fiscalité. Donc concernant la taxe foncière bâtie, la proposition de créer ce taux se justifie par plusieurs aspects. Donc cette année, ça va être la dernière année de la mise en place d'un APH. Le fait que les lois de finances prévoient des revalorisations de base fiscale, en réalité, au niveau de l'agglomération, la seule taxe qui bénéficie de cette revalorisation, c'est la cotisation foncière entreprise, donc ce qui avait remplacé la taxe professionnelle. Donc c'est la CFE. Au-delà de cette taxe-là, en fait, on bénéficie sur aucune autre recette de cette revalorisation de base fiscale. Donc c'est pour ça qu'en créant l'APF, ça va nous permettre aussi de bénéficier de cette dynamique-là, puisqu'au final, la taxe foncière va rester le dernier impôt dynamique pour la communauté d'agglomération, enfin les collectivités d'ailleurs en général, avec la fin de l'APH. Donc c'est important pour l'avenir et pour pouvoir construire des plans de financement sur du long terme. Donc l'idée évidemment c'est de ne pas revenir dessus sans arrêt. Le fait de proposer aujourd'hui 1%, c'est calculé au moins jusqu'à la fin du mandat en tout cas, et pour ne pas revenir sur ce taux immédiatement. Voilà. Sur la partie TOM, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, nous proposons un taux unique à 11,5, sachant que le taux cible l'année dernière était de 11,8. Donc on est quand même dans une logique, alors ça ne se verra pas de partout puisqu'il y avait des communes qui étaient au-dessus et des communes qui étaient en dessous, mais on est quand même globalement dans une logique de réduction des coûts sur ce budget-là. Donc c'est quand même du mieux par rapport à l'année dernière. Voilà ce que je voulais préciser pour la partie fiscalité. Oui, je voudrais rajouter quelque chose. Ça tombe bien puisque je l'avais déjà dit en réunion bureau communautaire. Donc je souligne également la qualité du travail préparatoire pour la présentation de ce débat d'orientation budgétaire, avec un diagnostic qui a été clair et précis, notamment au niveau de l'évolution des dépenses de fonctionnement des recettes et du fameux effet ciseau. En ce qui concerne la taxe, je pense qu'il y a un élément sur lequel il faut qu'on insiste, parce que bon, Madame Massandini a bien expliqué la baisse de la dotation de l'État, donc je pense toujours par un mécanisme d'écrêtement, et qui compense, on va dire, à peine l'augmentation des bases fiscales. Il y a quelque chose sur lequel on partage un diagnostic avec la présidente et l'ensemble des membres du bureau communautaire, je pense. C'est la nécessité d'améliorer les compétences au niveau personnel, et donc la nécessité d'augmenter la masse salariale pour accroître cette compétence. Effectivement, une masse qui représente 8% par rapport aux dépenses totales, c'est faible, et surtout on avait des manques à ce niveau-là qu'on est en train de combler. Et je pense que, comme effectivement il ne reste comme marge de manœuvre que la taxe sur le foncier bâti avec la disparition de la taxe d'habitation, 1% d'augmentation, ça me paraît être une bonne chose pour pouvoir se permettre à la fois une politique d'investissement qu'on est en train de travailler et en même temps cette amélioration. Voilà, je pense que c'est important d'insister là-dessus. Amélioration des compétences au niveau du personnel.
Et par rapport à la feuille d'imposition, c'est vrai que ça méritera une explication pour les contribuables, puisque l'augmentation des bases, cette année, est particulièrement importante. Je voudrais simplement m'inscrire dans le prolongement de ce qui a été dit par rapport à la taxe foncière. C'est vrai qu'on augmente de 1%, mais peut-être qu'il serait aussi intéressant de travailler sur les valeurs locatives. Le gouvernement en parle depuis 1972, il ne le fait pas, mais rien ne nous empêche au niveau de notre intercommunalité d'avoir un observatoire et de faire un petit peu la chasse à tout ce qui a pu être construit et non déclaré et qui n'a pas fait l'objet d'un imprimé H2 pour que les services du cadastre puissent revaloriser les taxes. Et donc, en revalorisant les taxes, par le jeu de l'impôt, évidemment, on retrouve une masse plus importante. Je crois qu'il y a un travail à faire et à imaginer en tout cas. C'est un travail qui a été déjà fait dans certaines communes, hein. Oui. Donc effectivement, après, ça bénéficie à l'ensemble des services. Comment? Oui, nous aussi avec NOS, on l'a fait. Je pense que vous l'avez fait aussi. Donc c'est un travail, vous aussi, vous l'avez fait. Je ne sais pas si vous l'avez fait aussi. Bon, enfin, il y a pas un certain nombre de communes qui l'ont déjà fait et c'est un travail de longue haleine. Après, comment? Et mais qui est payant, absolument, qui est payant, tout à fait. Et c'est juste, exactement, c'est juste par rapport à ceux qui ont déclaré exactement. Après, c'est vrai, comme vous soulignez, la taxe d'habitation étant supprimée, ce sera, et comme Vincent Simi le disait, ce sera le seul moyen d'avoir une fiscalité dynamique. Après, c'est aussi un signal aussi que l'on donne, parce que vis-à-vis de l'État, d'avoir une taxe foncière à 0%, c'est pas non plus un signal très, positif, entre guillemets, parce que c'est peut-être à faire croire qu'on a beaucoup d'argent, et on n'en a pas tant que ça, donc c'est important, effectivement, de ne pas se distinguer juste au niveau d'un 0% par rapport aux autres niveaux. C'est pas un bon signe et on s'y a appuyé jusqu'à présent, mais étant donné qu'on perd la dynamique de la taxe d'habitation, certes, c'est sûr que c'est les propriétaires qui vont financer le service public, mais ça, on ne peut pas le décider, nous, c'est pas nous qui le décidons. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non. S'il voudrait. Donc, je vais lire la délibération se rapportant à ce débat d'orientation, à ce rapport d'orientation. Donc, en application des dispositions du CGCT, le vote des budgets primitifs des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus doit être précédé d'un débat portant sur les orientations générales du budget dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget. Vu la loi NOTRe portant sur la nouvelle organisation du territoire de la République du 7 août 2015, vu le décret du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2312-1 et L 3312-1, après avoir pris connaissance du rapport annexé à la présente délibération et débattu sur les orientations budgétaires 2022, je propose au Conseil communautaire, article 1, d'approuver le rapport d'orientation budgétaire annexé à la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Une abstention. De quoi?
présentation de l'avenant numéro 1, station d'épuration Sanary-sur-Mer Bandol, Patricia Aubert. Merci, Présidente. L'ancien syndicat à vocation unique Sanary-Bandol, dissous après le transfert de la compétence assainissement à la communauté d'agglomération Sud-Saint-Côme, avait confié à la Compagnie des eaux et de l'ozone, procédé MP Auto, la gestion déléguée de son service public pour l'exploitation de la station d'épuration intercommunale des communes de Sanary-Bandol par un contrat visé en préfecture en mars 2015. Ce contrat n'a pas été modifié par aucun avenant depuis. Dans le courant de la 6e année d'exploitation du contrat, et conformément aux dispositions des articles 31 et 37, la collectivité a décidé de confier un audit contractuel et financier à un cabinet spécialisé afin d'identifier les éventuelles adaptations techniques, contractuelles et économiques à apporter au contrat de délégation. L'audit réalisé sur le volet contractuel a mis en exergue que l'ensemble des obligations contractuelles mises à la charge du délégataire avait été réalisé durant les 5 premières années du contrat. Le volet technique de l'audit a révélé les optimisations réalisées par le délégataire sur la station d'épuration, notamment en matière d'efficacité énergétique et de process épuratoire. Le volet financier a pointé les variations à la hausse ou à la baisse de certains postes de charge comparés au compte d'exploitation prévisionnel initial du contrat. Si globalement les variations s'équilibrent dans le temps, le poste énergie électrique, ayant bénéficié d'optimisations techniques successives, ressort en baisse sensible comparé au CEP, ce qui permet de dégager une économie susceptible d'être réemployée par le délégataire pour financer des opérations complémentaires nées de nouvelles obligations. L'audit a pointé également la nécessité d'adapter le contrat pour tenir compte de nouvelles contraintes techniques et réglementaires que le délégataire s'engage à prendre en charge financièrement, dont les thèmes sont listés ci-dessous. Suivi complémentaire du milieu marin, suite à l'arrêté préfectoral du 29 juin 2018, réalisation des campagnes complémentaires de suivi des substances dangereuses pour l'environnement, prise en compte des coûts complémentaires d'autosurveillance du système d'assainissement suite aux préconisations de la DDTM du Var, prise en compte des coûts complémentaires liés aux filières d'évacuation et de traitement des sous-produits d'épuration, incluant les variations de TGAP, prise en compte des coûts complémentaires liés à la filière d'évacuation et de traitement des boues, incluant les variations aussi TGAP. Le contrat de délégation du service public précise les conditions dans lesquelles il peut être modifié, les évolutions des conditions réglementaires ainsi qu'une révision tous les 6 ans sont expressément mentionnées à ce titre par l'article 31 du contrat de délégation du service public exécutoire depuis le 31 mars 2015. Dans ce cadre, les parties ont convenu d'intégrer ces nouvelles obligations et de revoir certains coûts d'exploitation. À l'issue de l'audit et des échanges intervenus entre le délégataire et la collectivité, il a été convenu de mobiliser les économies récurrentes réalisées en les affectant sur ces nouvelles charges de manière à ce qu'elles se compensent et qu'il n'y ait pas lieu de toucher les clauses tarifaires du contrat et l'équilibre général de ce même contrat. Je propose ainsi d'approuver ce qui précède, d'autoriser la présidente ou son représentant à signer l'avenant numéro 1 au contrat de délégation de service public pour l'exploitation de cette station d'épuration intercommunale ainsi que tous les documents qui s'y rapportent. Merci Patricia. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, présentation des rapports annuels 2020 des exploitants délégataires des services publics de l'assainissement et de l'eau potable. Et après, pareillement, approbation des rapports annuels 2020 sur le prix et la qualité du service public eau potable et assainissement. Oui, merci, Madame la Présidente, mes chers collègues. Alors, c'est vrai, cette première délibération concerne effectivement les rapports sur l'eau et les rapports sur l'assainissement concernant l'année 2020. Donc, ce qui les caractérise, c'est d'abord leur nombre. Il y en a 6 sur l'eau, il y en a 8 sur l'assainissement. Et bien évidemment, ils sont rédigés par les délégataires. Et les délégataires sont eux aussi différents, puisque c'est soit la Société des Eaux de Marseille qui fait 8 rapports, et Veolia qui fait 6 rapports.
Alors ces rapports, bien sûr, ce sont des mines de renseignements, on y trouve absolument tout ce qu'on veut, sur les patrimoines, sur l'économie des contrats, sur les factures, sur la qualité des services, sur le plan des réseaux, sur la longueur des tuyaux, sur les volumes traités. C'est une véritable mine, c'est très riche, et donc j'invite tous ceux qui le souhaitent à les consulter, ces magnifiques rapports. Il va de soi qu'il concerne donc les communes pour lesquelles il y a des délégations de services. Alors pour l'eau, c'est donc Bandol, Ribou, Saint-Cyr, Sanary, le Castellet, la zone de Signes. Et pour l'assainissement, ça concerne Bandol, Ribou, Saint-Cyr, Sanary, la zone de Signes, la commune de Signes, l'ancien CIVU qui concernait le Brossé, la Cadière, le Castellet, et l'ancien syndicat qui concernait la steppe de Sanary de Bandol. Voilà pour cette première délibération. Je vous invite effectivement à aller regarder ces jolis documents. Je l'ai fait, c'est passionnant. Il y a un peu plus de 1000 pages, donc vous me permettrez de les résumer de façon rapide. Alors, ça, c'est la première délibération. Alors, il y a une deuxième délibération qui concerne, quant à elle, le rapport sur les prix et la qualité des services publics, donc de l'eau potable et de l'assainissement. Alors là, c'est un petit peu différent, puisque nous avons des paramètres qui sont des paramètres réglementaires, qui concernent les prix et qui concernent la qualité. Alors pour l'eau, d'ailleurs, comme pour l'assainissement, si on lit ces rapports, ça exprime d'abord de très grandes disparités. Alors des disparités qui sont normales, bien sûr, compte tenu des spécificités de chacune des communes. Alors ça joue sur l'ancienneté des réseaux, ça joue sur l'âge des compteurs, et puis les particuliers, eux, ce qui les intéresse, bien sûr, ce sont les tarifs. Alors sur la facture, et je rejoins dans mon commentaire ce qui a été dit par Mme Salle tout à l'heure, quand elle parlait, je pensais à ce que j'allais dire ici, et c'est vrai que c'est rigoureusement la même chose. On a une facture type qui est la facture sur les 120 mètres cubes. Elle a un avantage, certes, c'est qu'elle permet de comparer les diverses villes, même tout le territoire national. Il va de soi que ça n'a pas une signification extraordinaire quand il y a des particularités locales. Des particularités locales, nous en avons effectivement beaucoup, et je pense notamment, et ça n'a pas été souligné par Mme Salle, c'est pour ça que j'insiste plus sur ce point-là, mais ce sont les différences phénoménales que nous avons entre les périodes hivernales et les périodes estivales. C'est énorme. Si je prends Saint-Cyr ou Bandol, je vous signale qu'entre février et août, c'est multiplié par 2,6. C'est gigantesque. Si vous prenez Sanary, c'est multiplié par 2,3. C'est énorme. Et puis évidemment, il y a d'autres communes où ça bouge relativement moins. Et je pense que c'est intéressant de mettre en évidence ce phénomène-là, parce que quand on voit des différences de tarifs, et c'est vrai que là encore, ça va du simple au double, hein. Il y a une commune où c'est à 1,49 le mètre cube, si on prend ce mode de calcul, et notre commune est à 3,21. Donc les écarts là aussi sont forts, mais je pense qu'ils sont particulièrement fondés compte tenu de cette problématique. Alors je crois que nous avons tout à l'heure évoqué pour les ordures ménagères une orientation budgétaire qui consiste à dire l'unicité des taux. Je crois qu'effectivement, au bout d'un certain nombre d'années, ça a un sens. On n'y est pas encore pour l'eau, l'assainissement, puisqu'il y a vraiment beaucoup trop de spécificités entre nos diverses communes. Voilà. Et puis, pour terminer, je dirais aussi qu'une part de ces disparités provient de la provenance de l'eau, hein, puisque vous avez des communes où vous avez beaucoup de ressources locales, vous avez des communes où c'est la Société des eaux de Marseille, il y a des communes, c'est le canal de Provence, il y a des communes, c'est un mixage des deux. Voilà. Alors, donc moi, ce que je vous propose, si ça vous intéresse, c'est de regarder ces divers rapports, c'est intéressant, mais je crois que
la moralité de tout ça, je pense que c'est l'élément sympathique qu'il faut retenir aussi, c'est que la qualité de l'eau qui est distribuée, elle est parfaite, quelle que soit la commune et quelle que soit la période. Et je crois que c'est sur une note un peu rassurante sur les usagers que je clôture cette présentation. Merci Philippe pour cette présentation synthétique. Donc là, il faut juste approuver les rapports. Donc voilà, c'est ça de voter particulièrement puisqu'il faut prendre acte et si approuver les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics. Y a-t-il des remarques? Donc qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, donc pour la DX 7, hein, puisque l'autre n'a pas besoin de voter. Oh, 7, 6 6, oui, merci. La 7, c'est René qui va nous la présenter au niveau du rapport d'activité 2020 du syndicat mixte Scott Provence-Méditerranée. Merci, Présidente. Je vous rappelle que la communauté d'agglomération Sud-Saint-Môme est adhérente au syndicat mixte Scott Provence-Méditerranée. Cette structure est composée de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, la communauté d'agglomération Sud-Saint-Môme et les communautés de communes de la vallée du Capot et Port-Clément. Le syndicat nous a transmis son rapport d'activité au travers d'une délibération en date du 24/9/2021. En 2020, la révision du SCOT 2 a été décidée et un travail d'actualisation des données a été conduit. Le CGCT, et notamment son article L5211-39 et la délibération du comité syndical du 24/9/2021, je vous propose de prendre acte de la présentation du rapport d'activité 2020 du syndicat mixte Scott Provence-Méditerranée. Merci René. Donc là non plus, il n'y a pas besoin de voter. Nous allons passer au point suivant. Rapport d'activité 2020 de l'Agence d'urbanisme et de développement de l'aire lyonnaise, Bruno Boinet. Je vais être un tout petit peu plus bavard, ça va être trop désert. Oui, parce que l'agence d'urbanisme, c'est pas rien, c'est un des 55 outils, 52 outils qui existent en France, et c'est très précieux dans les réflexions qu'on peut avoir, puisqu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour que l'agence, que l'ODAT et ses partenaires qui répondent à des questions très précises sur les domaines qui nous intéressent. Alors, 2020 c'est déjà loin, on a travaillé, l'agence a travaillé pour le SCOT 2 et le SCOT 3, notamment le volet littoral, le SCOT littoral, et aussi sur les questions de loi Elan et loi climat résilience par rapport à ce volet littoral. Nous avons aussi sur des questions qui intéressent directement les communes, des réflexions engagées par l'agence en partenariat avec d'autres acteurs sur le plateau du Cygne, sur les petites villes de demain, le Bossé, et sur la concertation mise en place dans le cadre de l'arrêt ferroviaire Ouest-Saint-Cyr, je crois qu'on parle un peu plus loin. Donc ça c'est pour le passé, qui avons déjà 2 ans. Depuis s'est passé quelques petits événements, alors même si l'année 21 n'a pas été très fructueuse, les personnels de l'agence ont pu travailler, et surtout il y a eu 2 changements majeurs. Premièrement, c'est le président Robert Benedetti, maire de Hugoul, a laissé la main à Thierry Albertini, qui est le maire de La Valette, donc c'est un peu une évolution interne, et enfin Madame Cécile Mesguer a pris la suite du directeur qui a quitté l'agence, et ça depuis le mois de septembre 2021. Donc je vous rassure, Mme Mesguer est là depuis fort longtemps, elle connaît très bien le dispositif et l'agence, et nous aussi, elle le connaît très bien. Un petit rappel quand même, mais ce ne serait pas très long, je vous le promets. L'agence, c'est quoi? Ça nous coûte 75 centimes d'euros par personne, soit à peu près 45 000, 46 000 euros pour le budget annuel de Sud-Saint-Môme. L'agence est à nos côtés pour un certain nombre de réflexions. Alors il y a toutes les réflexions qui sont liées à l'intercommunalité en général, des observations, des analyses, et puis après il y a des projets plus précis. J'ai évoqué le Bossé tout à l'heure, et il
il y en a d'autres. Et puis enfin, il y a des contributions qui sont spécifiques, c'est-à-dire lorsqu'une collectivité, nous en l'occurrence, devons passer un contrat sur une thématique particulière avec l'agence urbaine, c'est possible à la limite de 20% de son budget. On est au-delà, on est à 8% aujourd'hui. Je voudrais rappeler, puisque Mme Verduin jette un regard, rappeler que je ne suis pas tout seul à l'audace, et Mme Verduin et M. Porcu. Mais comme je vous regarde, du coup, j'ai quand même oublié de dire que je ne suis pas seul à l'audace. C'est pas du tout un reproche. Donc, M. Porcu et Mme Verduin sont, je dirais, à l'Assemblée Générale avec moi, et j'ai le grand honneur de vous représenter en tant qu'administrateur, parmi les 30 administrateurs qu'il y a, puisqu'on a 55 membres dans l'Assemblée Générale et 30 membres au Conseil d'administration. Allez, je peux presque finir quand vous aurez rajouté une petite chose sur 2022. L'agence est un peu omniprésente, elle doit être encore un peu plus. C'est une thématique qui nous intéresse particulièrement. Alors, j'ai parlé de la loi climat et le littoral. C'est vrai que l'agence fait le tour avec l'équipe du SCOT, du syndicat mixte, sur les communes littorales. Donc, nous ne sommes que 3, mais il y en a 15 sur l'ensemble du SCOT, pour justement les problèmes d'application dans la loi littorale, de ces lois-là sur la zone littorale, pardon. Il y a deux préoccupations qui sont fortes et pour lesquelles l'agence est tout à fait qualifiée, c'est le programme local de l'habitat, le PLH, l'obligation, et le PDU, plan de déplacement urbain. Je passe sur les autres, il y a d'autres problématiques qui sont assez lourdes et fortes, pour lesquelles l'agence est aussi quelquefois partenaire des EPCI, établissements publics. Les grandes orientations sur l'animation, alors je rappelle 3 choses qui vont faire titre chez vous, c'est vélo et mobilité, urbanisme et santé, vieillissement et cyberéconomie, et enfin la ville de demain. À travers ces 4 petits thèmes, il y a un tas de réflexions qui peuvent s'engager. Vous avez sûrement lu le compte-rendu d'activité, n'hésitez pas à poser des questions, et peut-être on pourrait solliciter l'agence, ou même la présidente, pour venir avec son équipe, un petit comité, expliquer ce qu'il faut. Nous, on a la chance de pouvoir être à nous 3, mais je pense que ça serait très appréciable que les conseils communautaires puissent entendre et poser des questions à l'équipe de l'agence d'urbanisme sur son investissement sur le territoire. Voilà, je vous remercie. Et puis je vous remercie et je vous demande de prendre date, parce que ça c'est une idée à faire. Merci Bruno. Donc voilà, merci pour cette présentation, et effectivement ce serait très intéressant qu'ils viennent se présenter au niveau du conseil communautaire pour que tout le monde ait bien la mesure de tout ce qu'ils font. De toute façon, nous allons travailler sur le plan de mobilité, et donc il y aura un travail à reprendre avec eux, que tu avais déjà entrepris au mandat précédent. Et le PLH aussi, oui, mais par rapport au plan mobilité. Donc voilà, merci beaucoup. Point suivant, présentation du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public, prévention et gestion des déchets ménagers assimilés pour la Sud Sainte-Baume. Jean-Paul Joseph. Merci Madame la Présidente. Je vais essayer de synthétiser et de retenir que quelques chiffres significatifs. Donc c'est décomposé en 2 parties ce rapport, puisqu'il y a une exploitation qui est faite par le groupement d'entreprises Bronzo Suez Environnement, et ça concerne pour l'entreprise Bronzo les communes de Le Bossé, Le Castellet, Noves, Signes, Bandol, et pour la commune de Sanary-sur-Mer, Cita Sud, donc Suez, avec un rapport qui est établi ville par ville. Le nombre d'habitants desservis, Le Bossé 9658, Le Castellet 3875, Signes 2800, Noves 2325, Bandol 8366 et Sanary 16733. La fréquence des collectes, bon, elle varie suivant les communes. Il y a une variation en fonction de la saison, haute et basse saison, centre-ville, quartier extérieur. Pour les Noves, Le Bossé, Le Castellet, Signes,
il y a 3 zones, contrairement à Moldove, il y en a 2, et Sanary, 6 zones. Au niveau du bilan des tonnages enlevés, je pense que M. Girard de connaître le total. 21 497 tonnes. Intéressant peut-être le coût total de la collecte, 4 598 000 €, en sachant que pour certaines communes, il n'y avait comme prestation, entre guillemets, que les déchets ménagers recyclables, et en plus pour d'autres, les cartons, les végétaux, les encombrants, les huiles alimentaires, le verre. Pour la partie 2, donc ça concerne les 3 villes de Saint-Cyr, Lacadière et Ribou. Et là, c'est un contrat avec l'entreprise Bronzo Environnement. Le nombre d'habitants desservis, 18 000. Là aussi, alors, différence de fréquence, non, c'est pareil pour Saint-Cyr-Lacadière, avec haute saison, basse saison et 2 zones en centre-ville. Et un peu plus simple pour Ribou, une collecte le jeudi. Le tonnage enlevé, 7 890. Et pour mémoire, donc le montant global des dépenses des ordures ménagères en 2020 pour la CASB est de 16 916 000 € qu'on retrouve dans le compte des ordures ménagères et qui sont financés par la taxe sur les ordures ménagères et aussi un petit peu la redevance camping. Pour conclure, je dirais que tout ça est un peu dépassé, puisque on a conclu un nouveau marché qui s'est mis en place depuis le 1er janvier, qui a été attribué au groupe Nicolas, donc avec les économies dont Mme Lassandini a parlé tout à l'heure, avec pour objet principal la collecte donc, des déchets ménagers assimilés, des déchets recyclables, des déchets verts et encombrants en porte-à-porte, aussi bien qu'en apport volontaire, sur le territoire de la CAD, et là, ça couvre les 9 communes. Important à dire peut-être pour toutes les communes, le titulaire a fourni ou doit fournir, je ne sais pas, les circuits définitifs sous forme de tableaux et de plans fléchés de cartes couleurs sous un format numérique exploitable et modifiable. Et ça, je pense que c'est bien appréciable, surtout en cette période d'installation. J'imagine qu'il y a des communes qui ont peut-être de petits aménagements à proposer lors de cette mise en place, justement, y compris en termes de panier. Voilà, donc bon, peut-être ça ne nécessitera pas une présentation en conseil communautaire, mais quand même, bon, c'est une nouvelle entreprise. Ça méritait, je pense, d'être signalé. Voilà, j'ai terminé ce résumé. Merci Jean-Paul. Donc, il n'y a pas besoin de voter, hein, on vous demande juste de prendre acte de cette présentation sur ce rapport 2020. Point suivant, présentation du rapport annuel 2020 sur l'exploitation du bistrot de Ribou. Suzanne Arnaud. Merci, Président. Oui, je vous présente aux membres du Conseil communautaire que conformément à la loi 95-127 du 8 février 1995, codifiée à l'article L. 222-24-5 du Code général des collectivités territoriales, CGCT, elle est tenue de présenter en séance de conseil communautaire les rapports annuels des exploitants de services publics, les délégataires et les régies. Les rapports sont également destinés à l'information des usagers du service public et ont été présentés en commission consultative des services publics locaux, CCSPL, le 13 janvier 2022. Les rapports et les avis de l'Assemblée délibérante seront mis à la disposition du public qui en sera informé par voie d'affichage. L'exploitant du bistrot de Ribou a remis son rapport pour l'exercice 2020 dans le cadre de la délégation de services publics. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2224-5, vu l'avis de la commission consultative des services publics locaux du 13 janvier 2022,
considérant que les activités des exploitants de délégation des services publics, DSP, doivent faire l'objet d'un rapport annuel relatif à leur activité, considérant que le rapport annuel de l'exploitation du bistrot de Ribou a été remis à la collectivité, je vous propose de prendre acte de la présentation du rapport annuel du bistrot de Ribou pour l'exercice 2020, cité ci-dessus et ci annexé. Merci Suzanne. D'ailleurs, pour cette commission du 13 janvier, il y en avait énormément de rapports à étudier. Et le délégataire de cette DSP était venu le présenter en commission. Voilà, y a-t-il des remarques pour certains? Non? Tout va bien? Bon, c'est parfait. Donc nous allons passer au point suivant, motion 10, René Jourdan. Merci Présidente. Donc, bonjour mes chers collègues. Et il vous est proposé de soutenir la motion suivante en lien avec la situation du SDIS du département du Var. Le SDIS, avec plus de 118 000 interventions annuelles, soit une toutes les 4 minutes, 24 heures sur 24 et 335 jours par an, est un établissement essentiel à la sécurité des Varois et de la population touristique si importante pour notre économie. Cet été encore, le SDIS a fait la preuve de son efficacité en maîtrisant l'incendie le plus important en France sur les 30 dernières années. Son implication dans le domaine du secours à personne, qui représente plus de 80% de ses missions, est totale. Or, le SDIS a constaté en matière de secours aux personnes une très forte hausse des interventions sur les 5 dernières années, de plus de 20%, ce qui représente 20 000 interventions supplémentaires par an. Cette hausse est en partie expliquée par le fait que le SDIS doit de plus en plus se substituer à la demande du Centre de réception et de régulation des appels provenant du 15, au service de santé qui rencontre des problèmes structurels liés à la désertification médicale sur les territoires et la fermeture des services d'urgence permanente ou liés à certains horaires. Ces missions, sauf urgence vitale avérée, ne relèvent clairement pas des missions des sapeurs-pompiers. Elles constituent pourtant l'essentiel de l'augmentation opérationnelle constatée ces dernières années. Cette situation entraîne pour le SDIS les conséquences suivantes. Une hausse non compensée des coûts directs et indirects de l'ordre de 600 € par intervention, soit plus de 10 millions d'euros par an pour le SDIS. Une mobilisation des secours en dehors du cadre de leur mission propre, entraînant un risque important d'indisponibilité pour les urgences avérées ou les incendies. Des tensions sociales liées à une perte de sens pour les sapeurs-pompiers, impactées par une sollicitation accrue et des interventions qui ne relèvent pas de leurs compétences. La situation actuelle n'est plus tenable pour les services du SDIS. Nous souhaitons attirer l'attention sur le fait qu'elle met en péril la réalisation des missions propres du SDIS. Ce risque est directement lié à l'engagement non maîtrisé des moyens du SDIS sur des interventions qui relèvent de la responsabilité des autorités de la santé. Le SDIS doit impérativement pouvoir retrouver la maîtrise de ses engagements et se recentrer sur ses missions propres dictées par l'article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales, à savoir les incendies, bien entendu, les secours et soins d'urgence aux personnes, ainsi que leur évacuation lorsqu'elles sont victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, présentent des signes de détresse vitale, présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l'urgence à agir. Au lendemain de la publication de la loi 2021-1520, dite loi Matras, visant à consolider notre modèle de sécurité civile, nous souhaitons que cette loi soit scrupuleusement appliquée. Le SDIS doit devoir réaliser que ses missions propres, sans avoir à se substituer aux missions qui relèvent de l'organisation des services de la santé, à l'exception des interventions liées au conventionnement pour le service mobile d'urgence et de réanimation, le SMUR. Cette problématique fait écho aux difficultés que rencontrent les administrés sur nos territoires et nous souhaitons que ce sujet puisse être discuté au plus vite sous l'égide de M. le Préfet avec les services compétents de la santé. Notre objectif affirmé
et de trouver une issue à cette situation qui s'apparente clairement à un transfert vers le SDIS et donc vers les collectivités locales, des charges, de problèmes et des responsabilités afférents à la santé sans le transfert des ressources correspondantes, qu'elles soient financières, humaines ou organisationnelles. Je vous propose d'adopter cette motion en soutien au SDIS qui vise à interpeller l'État sur la situation du SDIS, mais également sur la réalité des interventions d'urgence liées à la santé publique, et de communiquer cette motion à Monsieur le Préfet ainsi qu'à l'Assemblée des communes de France. Voilà, Madame la Présidente. Merci René. Donc c'est d'autant plus important par rapport à ce que disait Madame Salle, de les soutenir parce que nous participons à leur financement et ça impacte directement les ressources de la collectivité. Voilà, donc qui est contre? Pardon. Une petite question. Excusez-moi, une petite question. Je voulais savoir, cette motion, vous l'envoyez donc au préfet, si j'ai bien compris, et à l'Association des maires de France. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi l'envoyer au ministère de la Santé, peut-être, au ministère de l'Intérieur? Après de l'envoyer au préfet, les services préfectoraux transmettent, sur les relais de l'État local. Est-ce que d'autres départements sont dans la même problématique, ou est-ce que c'est lié simplement au bas? Je vais laisser M. Barthélémy, qui fait partie du conseil d'administration, répondre. Merci. Oui, merci. Effectivement, je suis vice-président du SDIS et c'est donc à ce titre, effectivement, je peux peut-être répondre à la question. La problématique, c'est une problématique qui est liée au fait que nos sapeurs-pompiers sont d'une efficacité à toute épreuve, et chacun de nous le sait bien. Je pense qu'ils sont tellement efficaces qu'il y a un effet pervers à cette efficacité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont, par exemple, passer un simple petit examen non urgent dans un hôpital, par exemple, ou dans une clinique, ou quelque part, qui, au lieu de prendre tranquillement, je dirais, un mode de transport privatif, une ambulance, un taxi ou quelque chose, je dirais, préfèrent s'adresser directement au SDIS. Alors, ça joue moins sur la bande, je dirais, côtière, où il y a quand même un trafic suffisamment important au niveau des ambulances privées, des taxis et autres. En revanche, dans la partie haute de notre département, à ce moment-là, cette problématique se pose. Et il est arrivé qu'il y ait des vraies urgences, et donc une personne, par exemple, qui devait impérativement être transportée pour une raison médicale très forte, à ce moment-là, que nos services du SDIS ne puissent pas intervenir parce qu'ils partaient pour des activités qui manifestement ne relevaient pas de l'urgence. Alors c'est cette problématique-là qui préoccupe donc notre SDIS. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui a été plusieurs fois abordé, je dirais en interne dans le cadre du SDIS, et la motion, je dirais qu'a lu René, c'est une motion qui a été proposée à l'ensemble des EPCI qui contribuent effectivement au financement de notre SDIS. Et je crois que l'objectif, Monsieur le Préfet, je dirais, est déjà parfaitement informé de cela. Et je sais que le colonel Corin, je dirais, l'a rencontré uniquement sur ce sujet il n'y a pas longtemps, justement pour permettre d'avoir un SDIS qui travaille, et ils sont tous, je dirais, remarquables, quelles que soient les fonctions qu'ils occupent, mais en tout cas qu'ils travaillent sur ce qui est les véritables urgences et pas sur ce que je pourrais appeler peut-être le déplacement de confort. Je crois que l'objet de cette délibération, de cette motion, c'est de représenter cette situation-là pour appuyer en fait les discussions entre le SDIS, le SAMU, le SMUR, la préfecture et tout le monde. Voilà, si vous voulez, un petit peu ce qu'il y a derrière cette motion. Merci Philippe. D'autres questions? Ça a répondu à votre interrogation, merci. Merci. Parfait. D'autres questions? Non. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Financement du projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires, AAPP SNEE, Patricia Aubert.
Je vous remercie, Madame la Présidente. Il est nécessaire de renouveler le parc des classes numériques qui a été mis à la disposition des écoles de la communauté d'agglomération à la rentrée scolaire 2015 et qui est donc devenu assez obsolète aujourd'hui. Dans ce contexte, la communauté d'agglomération a présenté un dossier au plan de relance pour une continuité numérique dans les écoles élémentaires. Considérant que le coût total de ce projet de renouvellement dans les écoles des équipements numériques s'élève à 359 500 € TTC qui sont répartis en deux volets, un volet équipement pour 311 500 € et un volet services et ressources numériques pour 48 000 €, considérant la notification d'acceptation de la demande de subvention de la communauté d'agglomération en date du 7 octobre 2021, et considérant que le recteur de la région académique s'engage à verser une subvention à hauteur d'un montant maximum de 242 050 €, conformément au règlement de l'appel à projet pour un socle numérique dans les écoles, publié le 14 janvier 2021, qui serait réparti comme suit. 2018, 218 50 € pour le volet équipement, ce serait pour un taux de subvention de 70%, et 24 000 € pour le volet services et ressources numériques, donc taux de subventionnement de 50%. Considérant qu'il est entendu que les crédits seront inscrits au budget 2022, je vous propose donc d'approuver la convention annexée qui sera signée entre la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume et l'Académie de Nice, et d'autoriser Madame la Présidente à signer la convention, à valider les modalités de cofinancement et le suivi de l'exécution des dépenses figurant dans le dossier présenté par la collectivité pour ce fameux appel à projet. Merci Patricia. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, motion sur la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur, Édouard Friedler. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, vous le savez sans doute, les phases 1 et 2 de la ligne nouvelle PCA sont actuellement soumis à l'enquête publique, et le bureau de l'Agglo a souhaité clarifier sa position, sachant que les phases 1 et 2 relèvent de l'amélioration du transport du quotidien et notamment de la navette toulonnaise qui a son terminus à Saint-Cyr, et par contre a souhaité réitérer avec force son opposition aux phases 3 et 4 d'une ligne nouvelle qui relierait Aubagne à Toulon en passant par le Haut-Pays. Voici la motion. Telle que présentée, nous sommes actuellement d'accord pour valider les phases 1 et 2, mais refusons les phases 3 et 4. En effet, le projet de ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur est aujourd'hui phasé et abordé tronçon par tronçon. Seules les phases 1 et 2 sont actuellement débattues et sont soumises à une enquête d'utilité publique qui se termine le 28 février. Celle-ci concerne principalement pour notre territoire le déplacement de la gare de Saint-Cyr-sur-Mer pour en faire le terminal ouest de la navette toulonnaise, avec une fréquence accrue au travers d'un véritable pôle d'échange multimodal. Ces deux phases concourent à une amélioration notable des transports du quotidien et nous y sommes favorables. Si notre collectivité souhaite être associée pleinement au comité de suivi du projet des phases 1 et 2, elle ne peut accepter de s'engager pour les phases 3 et 4. En effet, il s'agit d'un projet global et les phases suivantes 3 et 4, envisagées par l'État à partir de 2023, sont très... 33, oui, allez un peu vite, pardon.
2033 sont très impactantes pour notre territoire. Nous nous sommes opposés par motion à plusieurs reprises, 2014, 2016 et 2019, à ce tracé pour des raisons qui demeurent toujours d'actualité. Coûts très onéreux, gains de temps dérisoires, aléas géotechniques forts et mise en danger du système hydrologique, coupure de territoire et défiguration des paysages du Castellet et du Bossé en plein cœur du parc naturel régional, nuisances de chantier et d'exploitation. Nous tenons à réaffirmer notre opposition à tout tracé de lignes nouvelles entre Aubagne et Toulon qui traverserait nombre de communes situées au sud de la Seine-de-Beaune, au cœur du parc naturel régional de la Seine-de-Beaune. Vu les délibérations des 21 juillet 2014, 26 septembre 2016 et 4 février 2019, adoptant motion défavorable à une ligne nouvelle traversant notre territoire. Je vous propose 1. D'adopter la motion développée ci-avant et de se prononcer favorablement sur les phases 1 et 2 soumises à enquête publique actuellement. 2. De solliciter notre association au comité de suivi du projet pour les phases 1 et 2. 3. De préciser que notre collectivité est prête à assumer sa quote-part indicative de financement pour les phases 1 et 2 de l'ordre de 5,95 millions d'euros pour la période 2023-2035, mais sans engagement de solidarité pour les phases 3 et 4. 4. De se prononcer à nouveau défavorablement à la création d'une ligne nouvelle en phase 3 et 4 du projet actuel. Cette motion sera transmise au ministre des Transports, au président de la région, au préfet du Var, au président du département du Var, ainsi qu'au préfet de région, et sera versée à l'enquête d'utilité publique. Merci Edouard. Y a-t-il des questions? Alors pour votre parfaite information, le détail de ces propositions qui sont faites, c'est parce que en fait nous aurions une convention à signer nous engageant sur les phases 1, 2, 3 et 4. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous faisons cette motion pour être bien clair au niveau du territoire. Ont-ils des questions? Non, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À la majorité. Non, à la majorité. C'est M. Bobé, hein, je vous propose, c'est ça. Ouais, une fois contre. Je vous remercie. Eh bien, écoutez, l'ordre du jour étant épuisé, je vous propose de lever la séance. Je vous remercie.